sommes entraînés dans une guerre où nous aurions dû, en tant que grande nation européenne, être un vecteur de paix. Nous connaissions très bien Moscou, nous connaissions très bien Kiev, nous étions de toutes les nations européennes une des seules qui était la plus légitime pour trouver un dialogue, un discours entre Moscou et Kiev. C'était impossible qu'on n'y soit pas arrivé si ce n'est qu'on n'a pas voulu, on a suivi les Américains et on n'a pas voulu. Si on regarde vraiment, on suit la doctrine américaine, étrangère depuis plus de 100 ans, elle veut clairement éloigner la Russie. Elle veut affaiblir, pas parce que ce sont des Russes, mais parce que c'est une puissance. Ils ont la même logique avec la Chine, ils ne veulent pas de concurrents. Vous voyez, les États-Unis, eux, ils ont érigé un modèle international, global. Ils ne veulent pas de concurrents qu'ils dominent. Ils sont le centre du monde économique aujourd'hui. Ils sont encore avec la Chine, ça se joue au coude à coude, mais la première puissance mondiale. Ils ne veulent pas de concurrents. Si vous avez la Russie qui devient une grande puissance européenne intégrée avec le savoir-faire industriel allemand et français que nous sommes en train de perdre mais que nous avions, eh bien les Américains s'affaibliraient, ils le savent et c'est dans leur doctrine, c'est même pas quelque chose qui cache, ça ne tient pas, ça ne relève pas du tout de la conspiration. Ils ne veulent pas de concurrents. Et ce serait la Mongolie qui serait la plus grande puissance en devenir. Eh bien, les Américains auraient la même attitude envers un État. Et on le voit à chaque fois qu'un État ne rentre pas dans la logique américaine, dans la philosophie atlantiste, elle a une guerre. La Yougoslavie ne voulait pas rentrer dans l'Union européenne, elle n'était pas non plus dans l'Union soviétique. Elle a une guerre parce que du coup les Américains n'arrivaient pas à faire entrer ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN, dans le camp atlantiste. L'Irak, Saddam Hussein, à partir du moment où il a commencé à parler d'échange de pétrole en euros et non plus en dollars, ce qui tuerait le pétrodollar, donc qui est une des grandes forces, un des piliers de l'économie américaine, eh bien, il a eu une guerre. Kadhafi a une guerre à partir du moment où il a commencé à parler d'une monnaie unique pour l'Afrique. Ce ne sont pas des conspirations, c'est la réalité. C'est la réalité. Même si, quelques mois auparavant, un Milosevic, un Saddam Hussein, un Kadhafi étaient sur le perron de l'Élysée, étaient invités en grande pompe dans des réunions avec Barack Obama ou d'autres chefs d'État. Et les Américains font ça, sauf que attaquer la Russie frontalement n'est pas possible, parce que la Russie est une puissance nucléaire. Donc on fait une guerre de proximité en Ukraine. Les Américains et les Atlantistes avaient déjà commencé ça. En Géorgie, ils l'ont fait dans différents États. En Kyrgyzstan également, les fameuses révolutions de couleur, révolution de la rose, révolution de orange. Il fallait à tout prix affaiblir la Russie. Je vais vous citer un autre penseur américain qui est Zbigniew Brzezinski, qui lui, dit dans son livre Le Grand Échiquier, qui est vraiment un livre à lire si on veut comprendre la politique étrangère américaine, il dit sans l'Ukraine, la Russie ne perd son empire, ne peut pas être un empire eurasiatique. Eurasiatique, c'est vraiment l'Europe et l'Asie ensemble. L'Amérique, si on regarde la map monde, est une île. L'ensemble de la Terre, 75% de la planète, 75% des ressources sont entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Or, nous avons une île, les États-Unis, qui sont à plus de 7000 km de chez nous, qui sont en train de nous dicter ce qu'on doit manger, contre qui on doit faire la guerre, avec qui on a le droit de se marier. Il est temps que cette suggestion, la Russie n'est pas une puissance comme une autre, c'est une très grande puissance nucléaire, c'est une vieille nation européenne et il faut savoir composer. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout ce que demande Vladimir Poutine. Nous avons des lignes rouges aussi où nous disons là il ne faut pas franchir, mais si on ne cherche pas le dialogue avec une nation nucléaire, ça peut être très dangereux pour nous tous et en plus une armée qui est puissante. Je pense que la bonne voie est en effet la troisième voie, celle qui est suivie par la Hongrie ou par la Serbie, de composer, de dialoguer, de discuter. On ne peut pas avoir la paix s'il n'y a pas de dialogue. On ne décrète pas un jour, c'est la paix et c'est fini. On peut avoir la paix aussi si on défait son adversaire. Si on défait la Russie, on peut avoir la paix. On peut tout à fait avoir la paix. Est-ce que c'est sûr que les Américains vont apporter la paix? Est-ce que les Européens vont apporter la paix? Où est la paix que l'OTAN, et nous Français, sachons de balayer devant notre porte, nous avons apporté en Irak? Qui s'est transformé en État, dont la partie occidentale s'est transformée en État islamique. Où est la paix que nous avons apportée en Syrie, derrière les djihadistes? Où est la paix que nous avons apportée en Yougoslavie, où les États sont toujours remontés les uns contre les autres, et on a le Kosovo qui est un État qui a été inventé, qui est la plaque tournante du trafic d'héroïne en Europe, qui est une drogue terrible, qui tue nos jeunes? Où est la paix que les Atlantistes, que les Américains, et nous, derrière eux, avons apportée dans le monde? On juge un arbre à son fruit. Si on était capable d'apporter la paix, si on était capable d'apporter la paix entre les peuples, on va dire la prospérité, ça se verrait, ça se saurait, on dirait, regardez, l'invasion de la Yougoslavie par l'OTAN, c'est magnifique, aujourd'hui il n'y a plus de chômage, tout le monde est les Bosniaques, Serbes, Croates, tout le monde vit ensemble, ça se passe bien. Ce n'est pas le cas. Donc du coup, les Atlantistes, l'OTAN a prouvé qu'ils étaient incapables d'apporter la paix. Les dernières personnes qui doivent se mêler du conflit entre l'Ukraine et la Russie, ce sont les personnes de l'OTAN.
qui apporte la guerre et qui n'apporte jamais la paix. Il faut reconnaître à Erdogan, il est malin. Il joue sur les deux tableaux. Il sait à la fois. Pourquoi? Parce que lui regarde l'intérêt de la Turquie. Nous, Français, devons regarder l'intérêt de la France. Lui, il regarde l'intérêt de la Turquie. Il est au sein de l'OTAN, la plus grande puissance militaire de tous les temps. C'est la deuxième armée au sein de l'OTAN, je le rappelle. Il veut en même temps, il est un partenaire économique, politique de la Russie, tout en condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Eh bien, il est un intermédiaire entre Poutine et Zelensky. Ils avaient organisé, lui a organisé des accords, enfin pas des accords, pardon, mais des négociations en Turquie au mois de mars dernier. Il fait transiter les céréales qui sortent d'Ukraine par la Turquie. Il vend des Bayraktar, des drones aux Ukrainiens. Donc il va jouer sur les deux tableaux. Il est allié avec les deux. Il est malin. Il est malin parce que du coup, c'est son rôle. Il veut être une grande puissance régionale. N'oublions pas que la Turquie occupe illégalement le nord de Chypre, occupe illégalement le nord de la Syrie. On n'applique pas des sanctions contre la Turquie pour autant. Mais lui, Erdogan cherche l'intérêt de la Turquie. Et donc l'intérêt n'est pas d'avoir la guerre avec deux voisins. Donc du coup, il essaye, voilà, de composer, d'être un peu un homme neutre entre les deux. Et il propose aujourd'hui, et c'est quand même malheureux pour nous Européens, d'avoir Ankara qui est en train de proposer la négociation de paix entre deux nations européennes, chrétiennes. C'est quand même, donc je dis, là c'est clair, la France aurait plutôt intérêt à suivre un modèle comme Erdogan pour la gestion de ce conflit-là. Il faut rappeler que les habitants du Donbass connaissent les images que nous voyons aujourd'hui, terribles de la guerre en Europe, connaissent ça depuis 2014. Nous avions 8 ans pour régler ce problème. Nous, Français, avions signé ces accords de Minsk I et en tout cas de Minsk II. Pourquoi est-ce qu'on a attendu 8 ans? Notre rôle était d'apporter la paix. On ne va pas nous faire croire que la France n'est pas capable de trouver un compromis entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Sinon, on met tous nos diplomates, on les met au chômage tout de suite. Tout de suite, ça veut dire qu'ils ne servent à rien. À quoi sert notre diplomatie si elle n'est pas capable de trouver des paix sur le terrain européen? Et vous pensez à aucun moment que Emmanuel Macron se verrait mieux dans la situation de celui qui ramène la paix autour d'une table entre Zelensky et Poutine? Vous pensez qu'il préfère être belliqueux à la suite de Joe Biden? Alors, écoutons son discours. Quand est-ce qu'il parle de paix? Regardez le nombre de fois où Emmanuel Macron parle de la guerre et regardez le nombre de fois où il parle de la paix. Où est le discours des responsables européens qui se gargarisent du mot paix, démocratie, amour entre les hommes, etc. Et le nombre de fois où ces personnes-là parlent de la guerre, de fournir des armes, d'armer, d'envoyer des Césars, d'envoyer des javelins américains, et le nombre de fois où ils parlent de paix. Quand est-ce qu'on les entend parler de paix? C'est quand même le comble, c'est quand même incroyable. Je pense que ces personnes-là n'ont pas vécu la guerre. Ça, c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui. Elles n'ont pas connu la guerre. Nos anciens hommes politiques qui ont connu la Deuxième Guerre, et pour certains même la Première Guerre mondiale, il y a encore quelques générations, en tout cas quand j'étais jeune, savaient ce que c'était et ne voulaient pas que ça se reproduise. Et donc, du coup, ils faisaient tout. Là, nous avons des espèces de responsables politiques, des bobos qui sont à la tête de pays, qui connaissent la guerre qu'à travers des films qu'ils voient au cinéma. Et pour eux, c'est toujours les Américains qui gagnent. Ça n'est pas la réalité. Ils doivent sortir de leur monde virtuel, parler de la paix. Si vous voulez la paix, il faut se battre pour la paix. Biden ne cesse de parler de l'Ukraine. Or, l'Amérique traverse une crise grave. Elle traverse une crise sociétale. Les Américains sont divisés entre eux, entre les côtes et le reste du pays. Les Américains connaissent une inflation extrêmement importante, plus de 8%. C'était un des taux les plus élevés de ces dernières générations. Au niveau de l'énergie, on part de plus 41%, plus de 10% sur l'alimentaire. Donc du coup, les Américains traversent, et surtout les classes moyennes et les classes pauvres, traversent une situation de crise. Et ils veulent qu'on les aide. Ils attendent de l'aide de la part de leur président, de leur gouvernement. Quand ils voient que Biden a dépensé s'est engagé sur la dépense de plus de 15 milliards de dollars pour aider l'armée ukrainienne, 15 milliards, c'est gigantesque. C'est quasiment un tiers du budget national de l'armée française. C'était une somme colossale. Et les Américains se disent, mais attendez, moi j'ai du mal à arrondir les fins de mois. Je ne trouve pas, mes enfants doivent s'endetter pour aller à l'université. On a du mal à payer le plein d'essence et on va dépenser de l'argent pour l'Ukraine. Et là, vous savez bien, les Américains, la géographie, ça fait deux. Du reste, on a attribué à Mark Twain cette phrase qui dit que Dieu a inventé les guerres pour que les Américains connaissent la géographie. Donc, je cite, blague à part, la situation américaine est extrêmement compliquée, difficile. Et donc, du coup, ils voient mal ce que Biden fait en Ukraine. Nous, on sait tous, on s'est dit ce que Biden fait en Ukraine, les intérêts des Américains. Mais l'Américain, lui, non. Donc, ça va avoir une influence, une influence importante. Surtout, le résultat
de ces élections vont avoir une influence majeure. Si les républicains arrivent à prendre une des deux chambres, ou le Sénat, ou la Chambre des représentants, ils peuvent bloquer toutes les décisions de Biden. S'ils arrivent à récupérer les deux, c'est eux qui vont légiférer. Et Biden sera très mal parti pour éventuellement se représenter si c'est le cas. C'est pas de moi. C'est de Graham Allison, c'est un Américain, qui lui a fait une étude assez intéressante. Il a remarqué à partir de la lecture de Thucydide que quand Athènes, ville indépendante, était en train de monter, de grimper, eh bien Sparte a commencé à avoir peur. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a ces petites villes qui grandit, qui risque de nous dominer. Qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer en guerre. Et Graham Allison analyse que sur quasiment 15 ou 16 derniers grands combats de ces derniers siècles, chaque fois qu'une puissance dominante se sent, taquinée, ou sent qu'il y a un rival qui est en train de monter, la plupart du temps, la puissance dominante ne va pas jouer le jeu de la concurrence, va attaquer le puissance rival. Émergente. Voilà, la puissance émergente. Donc c'est ça le piège de Thucydide. C'est un piège parce que du coup ces puissances dominantes n'en sortent pas toujours vainqueurs. Et aujourd'hui on sait que le véritable... Vous savez que ça a des détracteurs cette hypothèse. Oui, du piège de Thucydide. mais c'est intéressant. Il y a des détracteurs. Il y a des détracteurs, mais c'est intéressant d'amener le débat à ce niveau-là, parce que les États-Unis peuvent très bien entraîner la Chine dans une guerre, ou en tout cas, il y a une guerre économique, on l'a bien vu, ne serait-ce qu'avec Trump, et Biden, c'est pareil. C'est là qu'on doit amener quand on nous parle, oui, la démocratie à Taïwan, il faut la préserver, ce n'est pas le vrai débat. Le vrai débat aujourd'hui, il est entre Washington et Pékin. Qui va être la première puissance mondiale? Est-ce que c'est l'ancien modèle américain? Est-ce qu'ils vont réussir à se renouveler? Ou alors est-ce que ce sont les Chinois avec les nouvelles routes de la soie? L'enjeu est là et il faut mener le débat. Alors est-ce que Allison a raison ou pas? On ne sait pas, mais c'est intéressant d'amener le sujet là parce que clairement les États-Unis voient la Chine comme un rival. Quand les patrouilleurs américains sont en mer de Chine, c'est pour embêter militairement la Chine. Donc du coup, et on sait que ça peut... Qui se renforce militairement. Qui se renforce évidemment militairement. Donc du coup, et les Américains ont peur parce que la Chine pourrait devenir la première puissance économique. C'est un modèle qui est radicalement différent du nôtre. Et quand on dit qu'il pourrait devenir la première puissance, c'est-à-dire que le dollar s'affaiblit, la puissance des États-Unis s'affaiblit, la puissance politique des États-Unis s'affaiblit au profit de la Chine et des alliés de la Chine. Donc du coup, évidemment, les Américains voient ça d'un mauvais œil. Et la tentation militaire est quelque chose à prendre très au sérieux, parce que du coup, au bout d'un moment, quand on pense, vous avez chez les néoconservateurs américains, ceux qui pensent qu'ils sont toujours numéro un les premiers du monde. Et ils n'ont pas vu que le monde était en train de changer. Ils n'ont pas vu que des pays veulent des sas de décompression, qui veulent respirer, qui veulent exercer leur puissance. Et donc, du coup, ils ne voient pas ça. Ils disent, on va continuer à imposer comme on l'a toujours fait. Quand il y a un pays qui ne rentre pas dans l'ordre, eh bien, nous allons la contraindre à rentrer dans notre modèle. Et d'autres qui se sont rendus compte qu'il y avait ce monde multipolaire qui est en train de se construire et qui se disent, eux, attendez, si ce monde se construit, nous, on risque de devenir faible. Alors, au lieu de penser la suite, ils se disent, nous, on va devenir faible. Notre seule force, et c'est vrai que c'est une force de taille, c'est l'armée. Plus de 700 bases dans le monde entier. Le budget militaire américain à lui seul est aussi important que les 10 prochaines puissances militaires mondiales. Donc, du coup, c'est une force indéniable et certains peuvent être tentés de se dire, on va lancer une guerre. De toute manière, nous sommes une île. Ceux qui vont se battre, ça va être sur le continent eurasiatique, peut-être même en Afrique, par des guerres par intermédiaire. Donc du coup, les Américains sont bien à l'abri. N'oublions pas que la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont servi les Américains qui sont rentrés quand même tardivement en guerre, en tout cas en Europe. D'accord ? Et donc du coup, certains peuvent être tentés de se dire... On va créer des guerres sur d'autres continents, on va exciter, on a bien vu qu'entre Azerbaïdjanais et Arméniens, entre Tadjiks et le pays voisin, eh bien, il y a des guerres, il y a des rivalités qui sont en train d'être excitées en ce moment. Eh bien, les Américains peuvent se dire, écoutez, on va laisser ces Européens, ces Asiatiques se battre ensemble, et puis on reviendra en sauveur. Ils l'ont déjà fait 2 fois. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais c'est certain que certains y pensent. Donc du coup, il faut faire attention. Le peuple avec lequel se battent les Tadjiks, ce sont les Kirghizes, où il y a eu quelques affrontements il y a quelques temps. Donc c'est très sérieux. C'est la réalité de l'histoire. Vous savez, notre grand crime aujourd'hui n'est de plus enseigner l'histoire correctement. Et si on ne sait pas d'où on vient, si on ne connaît pas bien le passé, on ne peut pas préparer ni l'avenir, ni maintenant, ni le Iketnouk. Donc c'est extrêmement important que nous nous souvenions de ça et que nous comprenions ce que font les États-Unis et leur jeu dans le monde qui n'est pas du tout un jeu de Boy Scout.